Yeah. So, good afternoon, everybody. A big thank you to Monica for the invitation to this panel. This was the opportunity for me to revise work I effectuated on education and linguistic policy in Peru. I was asked to present, or I will present this paper in French, but you will have rather detailed comments on the slides. They are a bit full, therefore, I'm sorry. Donc, bonjour et bonsoir aussi en français. Je vais présenter en français cet exposé sur les dynamiques interculturelles et la politique éducative au Pérou. Je vais essayer de changer, voilà. Le Pérou est un pays extrêmement riche du point de vue socioculturel. Donc, le gouvernement péruvien, depuis 2011, a reconnu 48 langues autochtones comme étant co-officielles. Attention, le graphique n'est pas tout à fait actuel parce qu'il a oublié le Asheninka qui a été reconnu ultérieurement. Ces 48 langues sont catégorisées dans 18 familles linguistiques. Elles sont originaires en grande majorité de l'Amazonie, qui se trouve à l'est du pays, et 4 proviennent des régions andines. Au total, environ 4 millions de personnes parlent ces langues, ce qui représente à peu près 13% de la population du pays. 26% de la population pourtant s'identifie comme faisant partie d'un peuple autochtone. La désignation officielle qui fait consensus au Pérou est indígena y originario, dont la traduction littéraire serait indigène et originaire. Donc je mélange peut-être un peu les termes. Selon les chiffres par rapport au nombre de locuteurs, 21 de ces langues sont considérées comme étant en danger d'extinction, ce qui est un résultat, selon Calvo Pérez, de la combinaison de 3 facteurs. Une décroissance de la natalité des femmes, dont beaucoup ont souffert la stérilisation forcée pendant la présidence d'Alberto Fujimori à partir des années 1995, l'adaptation à la globalisation de la culture et l'exode rural et l'immigration dans les villes. Et c'est ce qu'on voit dans les statistiques qui sont affichées depuis les années 1940. À peu près la moitié de la population totale du Pérou s'est déplacée depuis les régions rurales vers les centres urbains et de la côte tout en particulier. 44% des personnes avec une L1 autochtone vivent désormais dans des zones urbaines. Cependant, donc c'est dans les centres urbains que les dynamiques interculturelles les plus intéressantes ont lieu et les recherches, les études sociolinguistiques le montrent. Cependant, l'éducation interculturelle dans les centres urbains est vraiment le point faible de la politique éducative. En Amérique latine, le Pérou compte comme pionnier en matière de la reconnaissance des langues, même si jusque dans les années 1960, la politique culturelle était orientée vers une hispanisation. Entre les années 1960 et 70, on commence à considérer le caractère multiethnique et multiculturel du pays quand il s'agit de débattre des grandes inégalités qui marquent la société. Et depuis les années 1980, le concept de l'interculturalité a fait son entrée dans les discours officiels. Il prend de l'importance depuis, ce qui est reflété par le changement de la position de l'adjectif. C'était éducation bilingue interculturelle et c'est devenu éducation interculturelle bilingue. Vers la fin du XXe siècle, une vision additive du bilinguisme commence alors à être perçue comme une possibilité. Pourtant, cette formation est critiquée pour sa concentration unique sur les populations autochtones, sa conceptualisation sans une vraie implication des acteurs du terrain concernés, ainsi que le manque de volonté et de durabilité des décisions politiques. Depuis l'année, actuellement, l'EIB compte quand même avec un ample soutien institutionnel, académique, social et politique. Et depuis les années 2011, les représentants de peuples autochtones participent dans l'élaboration et la réglementation de différentes lois, par exemple la loi des langues et le plan national d'éducation interculturelle bilingue. Donc, ce qui est symboliquement vraiment très important en vue de la reconnaissance de la diversité. Dans ce tableau, vous voyez une opposition schématique
juste des chiffres par rapport à l'éducation interculturelle bilingue au Pérou pour illustrer d'un côté les grands efforts institutionnels et les progrès qui ont été effectués ces dernières années, et de l'autre côté montrer aussi les faiblesses. Le niveau que les élèves atteignent dans leur langue vernaculaire et en espagnol reste faible. Il y a des communautés qui ne profitent pas du tout d'éducation interculturelle bilingue. Il y a un grand manque d'enseignants formés en EIB et l'éducation en ville, interculturelle en ville, fait défaut. Pour comprendre un peu ces chiffres, je propose de réviser par l'analyse du discours certains documents. D'un côté, des documents officiels comme le curriculum national qui a été révisé en 2016. Le cadre de référence pédagogique qui date de 2013 pour l'éducation interculturelle bilingue, c'est le document de référence. Le matériel didactique à disposition, bon, je n'ai pas tout lu, mais certains livres de texte. Et j'ai participé à un atelier dans lequel j'ai eu la possibilité de recueillir des témoignages de 8 enseignants de 7 langues différentes qui travaillent dans les écoles interculturelles bilingues dans l'Amazonie. L'analyse de ces documents s'est focalisée principalement sur la conceptualisation de la culture, la langue, l'identité et l'apprentissage, et cherche à répondre à la question de recherche qui était affichée avant. Dans quelle mesure est-ce que la politique éducative au Pérou promeut et quel type de dynamique interculturelle dans la société péruvienne? Comme le souligne Tubino, l'utilisation du terme interculturalité par les différents acteurs de l'éducation au Pérou est très hétérogène, variant d'une approche purement formaliste de respect des droits linguistiques à une approche plus critique qui se rapproche plutôt du concept de la citoyenneté linguistique de Rampton and Cook. Voilà. Pour faire vite, alors, comme vous voyez ici, on peut opposer d'une manière un peu grossière une approche plutôt monoculturelle à la diversité de la société et du système éducatif qui domine encore dans le curriculum national, c'est plutôt le côté gauche du tableau, et de l'autre côté, une approche plutôt multiculturelle, je ne dirais pas exactement interculturelle, je vais vous expliquer pourquoi, qui est plus représentée dans les témoignages des enseignants de l'éducation, de l'EIB, donc éducation interculturelle bilingue. Si on lit le curriculum national, on pourrait se croire dans n'importe quelle société homogène culturellement. Ce sont les valeurs républicaines qui sont considérées comme référence. On cherche à créer dans les individus des compétences analytiques pour qu'ils puissent se construire en tant qu'acteurs individuels qui s'insèrent dans une société globale en faisant abstraction d'une communauté d'adhésion initiale. De l'autre côté, les enseignants essayent de remédier discursivement entre leur engagement au sein d'eux et pour une communauté linguistique et culturelle avec laquelle ils s'identifient et leur loyauté à ce cadre institutionnel républicain général qui est celui des institutions. On a une approche plutôt constructiviste dans les discours des enseignants, on va y venir, où c'est un peu plus essentialiste du côté du curriculum national. Alors, l'interculturalité figure dans le curriculum national comme un axe transversal, comme l'approche du genre, les droits, l'environnement et l'excellence, ce sont les autres axes. Cependant, la modalité de l'EIB figure bien encore comme une modalité à part dans ce curriculum. Le curriculum ne se dédie explicitement à l'EIB que pour lui donner un peu un caractère compensatoire. Les attentes en termes de qualité d'apprentissage en éducation interculturelle bilingue, dans tous ces tableaux, il y en a différents, sont toujours moindres que dans le cas de l'éducation, dans le cas de la formation, de l'éducation fondamentale régulière. Donc, les attentes sont moindres. Et on voit aussi que le curriculum établit comme règle générale la trajectoire langagière d'une socialisation primaire monolingue
En espagnol, langue étrangère, l'anglais, ça ce serait la trajectoire normale. Et si on prend au sérieux ces tableaux, les langues autochtones seraient plutôt en concurrence avec l'anglais. Si un étudiant qui participe à l'EIB veut apprendre l'anglais comme langue étrangère, les attentes par rapport à ses compétences en L1 et en espagnol aussi vont diminuer. Donc j'ai très peu de temps déjà. Le curriculum ne mentionne pas la possibilité d'apprendre une L2 autochtone, ni d'adapter les attentes et objectifs d'apprentissage en vue d'une éducation plurilingue. Le document cadre pédagogique, il est prévu seulement, ou il est contraignant seulement pour l'éducation interculturelle bilingue, mais il conçoit cette EIB comme le centre d'une éducation générale dans et pour une société multiculturelle. Il vise, là je cite, une éducation qui réussisse à combiner et articuler le savoir local, c'est-à-dire les connaissances et valeurs des diverses cultures originaires de notre pays, avec celles provenant d'autres cultures et des sciences, pour que peu à peu se construise un pays qui se reconnaît, s'accepte et se valorise comme étant multiculturel et plurilingue. Tout en bas, vous avez des petits extraits d'un entretien avec un enseignant Shipibo qui souligne les vertus, je cite, des cultures en vue du développement du pays et cherche à construire les bases pour une, je cite, rencontre entre personnes issues de peuples indigènes et non indigènes à la recherche de développement. Donc toujours cette vision un peu plus qui va au-delà de la compartimentalisation, de la séparation des deux systèmes éducatifs. Alors, je cours, il ne reste pas de temps, je vais passer peut-être ici quand même un petit extrait d'un témoignage qui montre le positionnement des enseignants qui conçoivent l'adhésion à un peuple d'une manière essentialiste, mais à la fois voient que cette adhésion, cette communauté est en danger dans la génération actuelle. Donc l'enseignant dit, par exemple, « Je continue à être enseignant, je conserve et je ne veux pas perdre ma langue originaire. Je la partage avec mon peuple, avec tout le monde. Par exemple, je veux enseigner à mes frères et sœurs Jin les savoirs et pratiques ancestraux et les actualiser au présent pour que les enfants aient accès à cette connaissance des grands-parents d'autrefois. Par exemple, en matière de plantes médicinales, de pêche, de chasse, des réserves forestières, tout cela. C'est pour cela que nous sommes en train d'élaborer ce matériel didactique pour que les enfants sachent qui nous sommes. » Peut-être juste 2 mots par rapport aux idéologies langagières. On voit que chacun des documents, autant le curriculum national comme le cadre méthodologique, propose une grille d'évaluation des compétences. Celui à droite, vous voyez, est un peu plus détaillé. Il prend en compte la multimodalité des littératies en langue vernaculaire, ce qui n'est pas le cas pour le curriculum national. Cependant, tous ces documents donc évaluent chaque langue de manière individuelle, même si la notion de répertoire communicatif apparaît, il n'y a aucune méthode proposée pour prendre en compte cette particularité d'un répertoire communicatif plurilingue. Il est important que les langues apparaissent maintenant en forme écrite dans le matériel didactique, ce qui n'est pas le cas pour le curriculum. Et j'arrive à mes conclusions. Alors, on peut retenir que l'utilisation partagée du terme de l'interculturalité par tous ces acteurs de l'éducation nationale masque la diversité quand même fondamentale des points de vue existants et qui traversent même les institutions et le ministère de l'Éducation tout en particulier. On voit des discours très différents des différentes directions. Ce flou institutionnel pourrait être positif puisqu'il donne un peu du pouvoir aux enseignants de profiter de la rencontre éducative pour construire, pour laisser faire les choses et laisser l'interculturalité émerger. Cependant, il y a
quand même des idéologies fortement enracinées dans la scolarisation même de ces acteurs, c'est surtout les idéologies langagières qui reproduisent un système aux effets homogénéisateurs. Alors, pour promouvoir une agentivité interculturelle, les études suggèrent l'élaboration de stratégies multidimensionnelles. D'un côté, depuis plusieurs années, les chercheurs proposent de concevoir l'interculturalité pour toute la société, donc pas d'une manière unilatérale. Je suis en train de finir. Et de l'autre côté, un investissement dans l'enseignement dans les écoles urbaines est fondamental et clé. Voilà, pour la formation enseignante, certainement cette sensibilisation pour les idéologies langagières serait très importante. Et sur ça, je vous remercie pour votre attention. J'attends avec impatience vos questions. And do not hesitate in ask them in English, even about elements that perhaps were not clear. Thank you very much.